Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de la gestion du risque en finance. C'est un voyage qui va nous mener de questions assez simples à des outils super complexes, ceux qui sont utilisés aujourd'hui pour essayer de garder le cap dans la tempête des marchés. Tout commence avec cette question, qui est au fond assez simple. En finance, comment mesure-t-on un risque qu'on ne peut pas voir? Parce que c'est ça le truc. Le risque, c'est une probabilité, c'est abstrait. Alors comment fait-on pour mettre un chiffre dessus, pour quantifier une perte potentielle? C'est vraiment le grand défi que la finance essaie de relever depuis des dizaines d'années. Bon, voilà le programme du jour. D'abord, on va regarder la première grande réponse, la VaR. Ensuite, on verra pourquoi elle n'était pas suffisante et on parlera de l'expected shortfall. Après ça, on change de sujet pour un danger qui s'est révélé au grand jour en 2008, le risque de contrepartie. Et pour finir, on découvrira les fameux XVA, toute une famille d'outils pour gérer ce risque. Allez, c'est parti. Première section, donc, la VaR, ou Value at Risk. C'est vraiment l'un des outils les plus célèbres pour mesurer le risque. L'idée, c'était d'essayer de condenser toute la complexité du marché en un seul chiffre facile à comprendre. Alors, la VaR, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une mesure statistique. Elle essaye de répondre à une question assez directe. Au pire, combien puis-je perdre sur cet investissement et sur quelle durée? Pour ça, elle combine 3 choses. Un montant, un horizon de temps et un niveau de confiance, une probabilité quoi. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginez qu'on vous dise la VaR à un jour à 99% est de 1 million d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sûr à 99% que le portefeuille ne perdra pas plus d'1 million d'euros demain. Et donc, à l'inverse, qu'il y a 1% de chance de perdre plus que ce million. En gros, la VaR, ça donne la perte maximale dans un jour à peu près normale. Ok, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce fameux 1% de cas? Et là, c'est le gros problème de la VaR. Elle nous donne un seuil, mais elle ne dit absolument rien sur l'ampleur du désastre si on dépasse ce seuil. Est-ce qu'on perd 1 million et 1 euro ou est-ce qu'on perd 100 millions? La VaR, elle ne dit rien. Elle est muette. C'est un peu comme une alarme incendie qui sonne, mais sans dire si c'est la poubelle qui brûle ou tout l'immeuble. Et c'est justement pour répondre à cette question, un peu flippante, il faut le dire, que les pros du risque ont inventé une autre mesure plus solide, l'expected shortfall. Le but, cette fois, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le pire du pire, dans ces scénarios extrêmes que la VaR ignore complètement. Pour qu'un indicateur de risque soit vraiment fiable, les mathématiciens disent qu'il doit être cohérent. Ça veut dire qu'il doit respecter quelques propriétés logiques. On ne va pas toutes les détailler, mais il y en a une qui est super importante, la sous-additivité. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est simple. Si on mélange 2 actifs, le risque total ne devrait jamais être plus grand que la somme des 2 risques pris séparément. Logique, non? C'est la base de la diversification, en fait. Et là, attention, point crucial, la VaR, elle n'est pas toujours sous-additive. C'est fou, mais c'est comme ça. Dans certains cas, la VaR peut donner l'impression que la diversification augmente le risque. C'est un énorme problème, un défaut majeur. L'expected shortfall, elle, a été spécifiquement conçue pour corriger ça. Du coup, l'expected shortfall répond à la question que la VaR laissait en suspens. Ok, on a dépassé le seuil. Maintenant, on perd combien? En fait, elle calcule la perte moyenne dans ce fameux 1% de cas. C'est pour ça qu'on appelle aussi la VaR conditionnelle. Elle nous donne enfin un chiffre sur l'ampleur des dégâts quand ça tourne vraiment, vraiment mal. Voilà, cette comparaison résume tout parfaitement. La VaR, c'est la question, tant que tout va à peu près bien, quelle est ma perte max? L'expected shortfall, c'est ok, là ça va mal. En moyenne, je perds combien? La première regarde la frontière du danger, la deuxième regarde directement dans l'abîme. C'est pour ça que l'expected shortfall est de plus en plus utilisé aujourd'hui. Bon, jusqu'ici, on a parlé du risque de marché, c'est-à-dire la fluctuation des prix. Mais il y a un autre danger, un danger qui était un peu caché et qui est devenu hyper important, le risque de contrepartie. En clair, et si la personne ou la banque en face de moi dans le deal ne peut pas payer? Parce que, oui, les mouvements de marché, ce n'est que la moitié du tableau. Pendant longtemps, avant 2008, ce risque de contrepartie était, on va dire, un peu ignoré. On partait du principe que les grandes banques ne faisaient jamais faillite. Et puis, il y a eu Lehman Brothers. Ça a été un électrochoc. Tout le monde a compris d'un coup que, oui, une contrepartie peut faire défaut. Et que savoir si le marché va monter ou descendre, ça ne sert à rien si la personne qui doit vous payer a disparu.
Alors, pour évaluer ce nouveau danger, la finance a dû inventer de nouveaux outils. C'est la fameuse famille des XVA, les ajustements de valorisation. Le X, ici, c'est une sorte de joker. On peut le remplacer par C, par D, par F. Et chaque lettre désigne un ajustement pour un risque bien précis. L'idée, c'est de prendre ce risque et de l'intégrer directement dans le prix du produit. Le plus connu, le grand frère de la famille, c'est le CVA, Credit Valuation Adjustment. Pensez-y comme au prix de l'assurance contre le défaut de l'autre. C'est ce que ça va coûter de se protéger si la contrepartie fait faillite. Et logiquement, comme c'est un coût, un risque, ça vient diminuer la valeur de ce que l'on possède. C'est un ajustement négatif. Ensuite, il y a son jumeau un peu bizarre, le DVA, le Debit Valuation Adjustment. Là, c'est l'ajustement pour notre propre risque de défaut. C'est l'inverse du CVA. Et c'est là que ça devient étrange. Le DVA peut être un gain. Pourquoi ? Parce que si notre propre situation financière se dégrade, nos dettes ont, en théorie, moins de valeur pour nos créanciers. Donc on peut comptabiliser un gain parce qu'on devient plus risqué. C'est, on s'en doute, un concept hyper controversé. Et pour compléter le tableau, on a le FVA, le Funding Valuation Adjustment. Celui-là, il s'occupe des coûts de financement. Les vieux modèles faisaient comme si on pouvait tous emprunter à un taux parfait, sans risque, sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Emprunter de l'argent, ça a un coût. Le FVA, il est là pour ajuster la valeur du produit en fonction de ce coût financement bien réel. S'il y a une idée à retenir, une seule, c'est celle-là. La vraie valeur d'un produit financier, sa valeur risquée, ce n'est pas sa valeur de livre de cours dans un monde parfait. C'est cette valeur parfaite, moins le CVA, c'est-à-dire moins le coût de l'assurance contre le défaut de l'autre. Le CVA, c'est ce qui a permis de rendre visible, de mettre un prix sur un risque qui, avant, était complètement caché. Au final, qu'on parle de la VaR, de l'expected shortfall ou de tous les XVA, tous ces outils y vont dans la même direction. L'objectif, c'est toujours le même, rendre les risques visibles, les identifier, les mesurer pour pouvoir les gérer. En obligeant les banques à mettre un chiffre sur ces risques et à mettre de l'argent de côté pour y faire face, l'idée, c'est de bâtir un système financier globalement plus solide, plus résilient. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour l'avenir. Toute cette histoire, c'est la quête pour rendre l'invisible visible. On a appris à mesurer le risque de marché, puis le risque de contrepartie. Alors, quels sont les prochains risques invisibles qui attendent leur tour ? Le risque climatique ? Les cyber-risques ? Difficile à dire. La seule chose de sûre, c'est que la finance n'a pas fini d'inventer de nouveaux outils pour essayer de les mesurer. Merci de nous avoir suivis.